Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 juillet 2026 et notre cher ami, le professeur Hanzi, est avec nous. Bon retour parmi nous. Hi Nima. Bonjour Nima, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir. And it's always a great pleasure. C'est un grand plaisir de vous recevoir, professeur. Et laissez-moi commencer par ce qui s'est passé hier soir, après que l'Arabie saoudite a attaqué le Yémen. Al-Hodeïda, si je ne me trompe pas, l'aéroport d'Al-Hodeïda a été frappé. Ils ont attaqué le port avec leurs avions de chasse. Nous nous demandions alors quelle serait la réponse du Yémen. Allait-il attaquer Aramco? 2 heures plus tard, nous avons vu qu'Aramco était en feu à cause des missiles. Le Yémen a décidé d'intensifier la guerre. Et pendant que nous parlons, lorsque vous regardez les images en provenance d'Aramco, vous voyez que tout est en feu. L'Arabie saoudite a décidé d'intensifier cela, ce qui, selon moi, n'était pas logique. Rien ne se passe de manière logique. Quelle est votre compréhension de la situation entre le Yémen et l'Arabie saoudite? Et qu'est-ce que cela signifie pour le conflit en cours entre l'Iran et les États-Unis? First of all, let's remember that D'abord, rappelons que la guerre génocidaire au Yémen a été lancée par Mohammed Ben Salman, avec le feu vert d'Obama, en 2015. C'était à peu près au moment où le JCPOA, l'accord sur le nucléaire, était négocié à Vienne. J'étais à Vienne, je crois, quand la guerre a commencé, quand la guerre génocidaire a commencé. Les Émirats et les Saoudiens ont donc lancé cette guerre génocidaire et tout le monde dans la région l'a soutenue. Tout le monde, le Qatar, la Turquie, la Jordanie, le Koweït, Bahreïn, les Émirats, plusieurs Émirats y ont participé. Ils étaient tous impliqués. Et bien sûr, l'OTAN était derrière. Les pays occidentaux étaient derrière. Ils fournissaient les munitions, les armes. Des conseillers occidentaux maintenaient l'armée de l'air saoudienne en vol. Ils bombardaient le Yémen jour et nuit. Des navires américains patrouillaient en mer Rouge, empêchant la nourriture d'entrer. Ils ont affamé le peuple yéménite. preventing food from getting in. They starved the people of Yemen. It is said that hundreds of thousands of people died. On dit que des centaines de milliers de personnes sont mortes et beaucoup sont mortes de faim. C'est très similaire à ce qu'on voit à Gaza. Mais à l'époque, il y avait très peu de sympathie pour le Yémen, parce qu'à l'époque, Al Jazeera soutenait le génocide. Al Arabiya soutenait le génocide. Donc les médias occidentaux, les médias arabes, ils soutenaient tous le génocide au Yémen. Alors vous savez, et quand vous voyez Al Jazeera faire semblant de se soucier des Palestiniens, ce n'est pas parce qu'ils sont moraux. Je veux dire, il y a de bonnes personnes à Al Jazeera, des journalistes et des gens honnêtes qui travaillent au Qatar. Je ne le nie pas du tout. Mais Al Jazeera elle-même, sa ligne éditoriale, c'était de soutenir le génocide. En fait, j'ai été invité 2 fois sur Al Jazeera, dans l'émission Inside Story, et j'ai été très virulent. Ensuite, j'ai été banni d'Al Jazeera. Pendant très longtemps, ils ne voulaient plus m'inviter. La même chose s'est produite à propos de la Syrie. The same thing happened over Syria. I was invited a few times over Syria. J'ai été invité quelques fois pour parler de la Syrie, puis ils ont arrêté. C'est une longue histoire, je vous la raconterai plus tard. Comment j'ai découvert que j'étais interdite à cause de la Syrie. Une histoire très drôle. Mais bref, ils sont tous venus, l'Occident collectif, pour détruire les révolutionnaires au Yémen. Et grâce à l'argent et à l'influence de l'Arabie saoudite et des Émirats, ils ont pu obtenir une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle affirmait que l'ancien régime, alors même qu'il avait été renversé et qu'il était totalement impopulaire, était le gouvernement reconnu internationalement, alors qu'il ne contrôle rien sur le terrain, alors que des centaines de milliards de dollars ont été dépensés pour tuer le peuple yéménite et les ramener au pouvoir. Mais ils ont échoué. Cela montre à quel point ce soi-disant régime reconnu internationalement est totalement impopulaire et profondément méprisé. Ce génocide a donc duré longtemps.
Et un jour, un ancien responsable américain, ou je crois un officier, a raconté qu'il se trouvait sur un navire en mer Rouge, un navire de guerre américain. Ils ont arrêté ce bateau et l'ont inspecté. Il était rempli de médicaments introduits clandestinement au Yémen. Ils ont pris tous les médicaments et les ont jetés à la mer. C'est ce que soutenaient les Américains, les Saoudiens, les Émiratis, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Canadiens, les Européens, les Qataris, Erdogan et le roi Abdallah. C'est ce que tout le monde soutenait. Erdogan and King Abdullah, and that's what everyone was supporting. So, gradually, Donc petit à petit, je veux dire, le Yémen a résisté. Et c'était une résistance héroïque. Petit à petit, ils ont commencé à développer leur propre technologie. Et je suis sûr que les Iraniens les ont aidés. Mais le Yémen est plein de gens intelligents, de gens instruits. Vous savez, autrefois, c'était un pays comme les autres. Je veux dire, l'Afghanistan. Quand on voit à quel point la situation y est terrible, il faut se rappeler, nous devons tous nous rappeler, que l'Afghanistan, avant l'invasion soviétique et avant que les Américains n'y commencent leur sale guerre, en créant Al-Qaïda et les groupes takfiristes dans les années 1980 avec les Saoudiens et ainsi de suite, était un pays qui ne s'en sortait pas si mal par rapport aux autres pays de cette partie du monde. Et le Yémen aussi avait des universités. Il avait une classe instruite. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc avec le soutien iranien, ils ont clairement commencé à développer leur propre industrie de défense qui comprenait des drones et des missiles. Ainsi, progressivement, les drones et les missiles yéménites ont commencé à frapper les installations pétrolières saoudiennes. Et ils les ont frappées très durement, ce qui a conduit au cessez-le-feu. Cela a mis fin au combat entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Les Saoudiens ont donc été forcés de se soumettre après des années de guerre génocidaire soutenue par l'Occident. Ce n'est donc pas le premier génocide que l'Occident a perpétré dans notre région du monde. Et celui-là, c'était le génocide d'Obama. Bien sûr, Trump a poursuivi ce génocide, mais il a été commencé par Obama. Cela étant dit, après le cessez-le-feu, ils ont maintenu le blocus contre le Yémen. Et ces dernières années, ils l'ont aggravé. Les Yéménites étaient de plus en plus en colère face au ciblage des femmes et des enfants et à la manière dont ils... Et bien sûr, les médias occidentaux s'en moquent. Tout comme ils ne se soucient pas des enfants de Gaza. Ils ne se soucient pas. Enfin, chaque jour, ils massacrent des gens. Et hier, en Cisjordanie, ils ont tué beaucoup de Palestiniens. Et ces voyous sionistes parcourent la Cisjordanie, tuent des gens, volent des terres et terrorisent la population palestinienne autochtone. Mais vous n'entendrez pas ça dans les médias occidentaux. Alors, après que l'ayatollah Khamenei a été martyrisé, que les funérailles ont été prévues et que leur date a été annoncée, les Iraniens ont envoyé un avion de ligne ordinaire, avec un équipage ordinaire, des hommes et des femmes, pour faire venir les membres de la délégation yéménite. Apparemment, l'armée de l'air saoudienne a harcelé ou tenté de s'approcher de l'aéroport yéménite. Les systèmes anti-aériens les ont forcés à s'éloigner. L'avion iranien a atterri. Il a amené la délégation ainsi que des Yéménites malades qui ne pouvaient pas être soignés dans les hôpitaux yéménites. Ils ont été emmenés en Iran. Puis, après les funérailles, la délégation est repartie au Yémen à bord d'un autre vol commercial civil. L'avion approchait de l'aéroport yéménite lorsque les Saoudiens ont bombardé l'aéroport, mettant en danger l'avion iranien, son équipage et les passagers. Les Iraniens étaient indignés, mais c'était un acte de guerre contre le Yémen. Et puis, bien sûr, les forces armées yéménites ont répondu. Ansarallah a répondu. Et hier soir, nous avons vu une nouvelle fois les Saoudiens bombarder Al-Hodeïda. Et finalement, le Yémen a mené la nuit dernière une attaque majeure avec de nombreux missiles et drones contre des cibles essentielles, enfin américaines aussi,
mais surtout contre des infrastructures saoudiennes essentielles au Yémen, des actifs pétroliers et des installations pétrolières. Et apparemment, les Saoudiens viennent de mener des frappes aériennes dans la zone frontalière, ce qui entraînera probablement de nouvelles contre-attaques yéménites. C'est donc une énorme escalade. Personnellement, je pense que les Saoudiens ont fait preuve d'une stupidité totale en provoquant cette situation, en frappant l'aéroport à ce moment-là, alors que le détroit d'Ormuz est fermé, et en menant une guerre active contre le peuple yéménite, alors que les Yéménites en ont assez du siège. Ils leur ont donné tous les prétextes et tous les droits pour riposter. Et c'est le meilleur moment possible pour le Yémen, parce que les Saoudiens ne peuvent pas exporter leur pétrole par le golfe Persique. Ils ne peuvent pas, ou par le détroit d'Ormuz. Ils ne peuvent ni importer, ni exporter par le détroit d'Ormuz. Ils dépendent donc entièrement de la mer Rouge, et cela rend la mer Rouge bien plus importante pour les Saoudiens. Par conséquent, l'Arabie saoudite devient vulnérable, très vulnérable face à Ansar Allah. Nous avons déjà vu Ansar Allah frapper 3 navires militaires et déjà 3 pétroliers. Cela fait partie du blocus qu'ils ont commencé après les frappes contre le Yémen. Je ne sais donc pas pourquoi l'Arabie saoudite fait cela. Elle a bien davantage à perdre que le Yémen, parce que si le Yémen continue de frapper les installations pétrolières, les raffineries et les usines pétrochimiques saoudiennes, l'Arabie saoudite sera mise à genoux. Une nouvelle photo est sortie montrant le hangar utilisé par les forces spéciales américaines sur la base aérienne du roi Faisal en Jordanie. Il semble que le missile iranien l'ait détruit. L'une des principales préoccupations des États-Unis en ce moment, c'est la précision de ces missiles qui ont frappé des cibles en Jordanie. Ils disent que c'est parce que la Russie et la Chine fournissent des renseignements aux Iraniens. Et que sait-on des nouveaux missiles que l'Iran utilise? S'agit-il peut-être de nouveaux missiles? Comment expliquer cette précision qu'ils démontrent? Eh bien, ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle les missiles iraniens sont si performants. C'est bien sûr une technologie iranienne développée sur place. Et les missiles yéménites ont eux aussi été très efficaces. Utilisent-ils également des satellites russes et chinois? Je ne pense pas qu'ils le sachent vraiment. Je ne pense pas que les Américains sachent ce qui se passe. Trump lui-même affirme que les Russes et les Chinois n'ont rien à voir là-dedans. Je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas ces choses-là. Mais je sais que les missiles yéménites et leurs drones ont été très efficaces et que les missiles et les drones iraniens ont été très efficaces. Bon nombre de ces bases sont très bien connues des Iraniens et les Iraniens ont beaucoup de gens dans la région qui leur fournissent des informations. De nombreuses personnes coopèrent avec l'Iran dans toute la région du Golfe Persique, en Jordanie et ailleurs. Quand les Américains sont presque universellement méprisés par les populations, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont aider les Iraniens, et les Yéménites d'ailleurs. Mais je ne sais pas. Je veux dire, je ne peux pas affirmer avec certitude comment les Iraniens s'y prennent. Mais au bout du compte, c'est avant tout la technologie iranienne des missiles qui est en cause. Et les Américains sont très négligents, de toute évidence. Ils ont fait un travail horrible. Leurs bases sont conçues de manière à permettre très facilement aux Iraniens de détruire leurs moyens essentiels. Puis quand ils se sont repliés en Jordanie, ils se sont exposés. Et ce ne sont pas des installations cachées. Ce n'est pas comme les bases iraniennes qui sont souterraines et inaccessibles. Celles-ci sont à ciel ouvert. Il suffit que quelqu'un en Jordanie transmette aux Iraniens l'information selon laquelle, là-bas, il y a ces nouveaux bâtiments utilisés par les Américains, et les Iraniens les prendront pour cible. Je ne pense pas que les Américains comprennent vraiment à quel point ils sont détestés.
Et dans toute la région, les gens voient clair dans la propagande sectaire que les empires médiatiques qataris, saoudiens et émiratis diffusent, dans la propagande raciste, parce qu'ils disposent d'un énorme appareil médiatique. Il n'y a pas que Al Arabiya ou Al Jazeera. Ils financent beaucoup de chaînes soi-disant privées. Beaucoup sont basées en Occident. Et je pense que les gens le savent. Je veux dire, ils ont des chaînes dites religieuses, wahhabites, salafistes et takfiristes. Ils disposent de toutes sortes de médias, de chaînes Telegram en ligne et bien sûr, de nombreuses fermes à trolls qui servent à... Mais aujourd'hui, les gens ne sont plus dupes de tout ça. Ça ne marche plus. On a vu beaucoup de vidéos de gens qui se réjouissaient lorsque les missiles frappaient des bases américaines en Jordanie. Ce sont des Jordaniens. On le voit dans toute la région et partout dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit très difficile pour les Iraniens d'obtenir le type d'informations dont ils ont besoin. Et ils s'y préparent. Quand on se prépare depuis des décennies, qu'on construit ces bases souterraines, ces missiles et ces drones, je pense qu'on met probablement aussi en place des réseaux de renseignement. Donc, je ne crois pas que ce soit seulement une ou deux sources, ou les Russes ou les Chinois, qui aient joué un rôle clé. Et je pense que les Iraniens ont de nombreux moyens de recueillir du renseignement. La nouvelle est tombée. Il semblerait que les États-Unis aient demandé un cessez-le-feu temporaire avec l'Iran. Il est dit que les États-Unis veulent revenir au protocole d'accord et y inclure le Yémen. Je ne sais pas si nous pouvons confirmer la source, mais il semble que ce qui se passe, c'est que la nuit dernière, nous n'avons vu aucune attaque américaine sur le sol iranien. L'autre élément, c'est que des avions de chasse iraniens patrouillaient à la frontière entre l'Iran et l'Irak. C'est ce qui se passait la nuit dernière. Et puis cette information est sortie. Quelle est la situation entre l'Iran et les États-Unis au moment où nous nous parlons? Eh bien, vous savez, on parle d'un assaut majeur que les États-Unis mèneraient contre l'Iran. Personnellement, je ne pensais pas que cela se produirait la nuit dernière, pour plusieurs raisons. Mais certains amis, des amis crédibles, pensaient que cela allait arriver. Je pense que les Américains savent que l'Iran ne reculera pas. Je pense qu'ils le comprennent. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas très intelligents. Je ne parle pas des Américains ordinaires. Les Américains ordinaires, comme tout le monde, sont éveillés et savent ce qui se passe. Mais ces gens-là ne sont pas très malins. Ils ne sont pas très intelligents. Enfin, Hegseth, il suffit ou le secrétaire d'État, ou Kushner. Ce ne sont pas des gens qui paraissent très intelligents. Et j'imagine que les autres personnes autour d'eux ne le sont pas non plus. Mais je pense qu'ils comprennent tout de même que les Iraniens n'ont ni peur, ni ne se laissent intimider. Donc, si les Américains lancent une frappe massive en utilisant tout ce qu'ils ont, les Iraniens riposteront en utilisant tout ce qu'ils ont. Et ils détruiront toutes les infrastructures de la région du Golfe Persique. Et ce sera la fin de l'économie mondiale. Cela provoquera un effondrement du marché boursier aux États-Unis, du marché obligataire, de tout. Enfin, il y aura une panique parce que les gens, ni Trump ni personne d'autre, ne pourront encore calmer les marchés par leur manipulation de marché. Parce que les gens sauront que l'économie mondiale vient soudainement de se heurter à un mur. Et sous l'effet de la panique, les marchés s'effondreront et nous entrerons très rapidement dans une dépression mondiale. Et ils auraient dû le savoir, parce que pendant la guerre de 40 jours, Trump n'arrêtait pas de dire « Je vais anéantir l'Iran ». Je vais l'effacer de la carte. Je vais les renvoyer à l'âge de pierre. L'Iran n'a pas cédé. Alors pourquoi penserait-il que l'Iran va céder maintenant? Ça n'a aucun sens, surtout que les Iraniens frappent bien plus fort aujourd'hui qu'avant. Cela dit, je ne dis pas que ça n'arrivera pas,
parce que les Américains pourraient attaquer ce soir. Ils pourraient lancer cette attaque écrasante. Enfin, ils ne peuvent pas écraser l'Iran, mais mener ce soir une attaque massive contre l'Iran. Mais s'ils étaient intelligents, ils regarderaient ce qu'Ansarullah a fait. Ce que le Yémen a fait la nuit dernière, ou tôt ce matin, a été dévastateur. Ils ont frappé les Saoudiens très durement. Et de toute évidence, leurs missiles et leurs drones, et apparemment aussi leurs missiles de croisière, sont tous bien plus avancés qu'avant. Et nous devons en tenir compte. Je dis cela sans en avoir connaissance, bien sûr. Mais je suppose que les expériences acquises par les Iraniens durant la guerre de 12 jours et la guerre de Ramadan de 40 jours sont également utilisées au Yémen. Il y a donc les nouvelles technologies, mais aussi la façon dont ils conçoivent leurs bases souterraines, la manière dont ils protègent leurs missiles et leurs drones. Je pense que toutes les leçons tirées par l'Iran ont certainement été transmises au peuple yéménite afin qu'il puisse lui aussi les utiliser dans sa manière de faire la guerre. Et comme je l'ai dit, puisque le détroit d'Ormuz est fermé et que Bab el-Mandeb est fermé aux Saoudiens, et que vous avez deux forces puissantes, à savoir l'Iran et le Yémen, qui sont désormais engagés dans la guerre, les Américains ne peuvent pas gagner. Je veux dire, les Américains ont déjà perdu une fois face au Yémen l'année dernière. Ils ont déjà perdu face à l'Iran. Alors comment vont-ils gagner simultanément contre le Yémen et l'Iran? Pendant ce temps, la résistance irakienne, qui est une force énorme, je pense que les gens ne reconnaissent pas l'importance de l'Irak. Ils disposent d'une force considérable, entre 100 000 et 200 000 hommes, à ce que je sais. Ils disent qu'elle est bien plus importante que le Hezbollah. Elle doit donc être bien supérieure à 100 000 hommes. Et ils ont facilement accès à toutes sortes d'armes. Et nous avons vu les funérailles du martyr, l'Ayatollah Khamenei, à Najaf et à Karbala. On voit qu'ils ont un soutien populaire, que la révolution islamique, la République islamique et la résistance bénéficient d'un soutien populaire. Donc, si le Yémen s'engage, si l'Iran s'engage et que l'Irak s'engage ensuite, que peuvent faire les Américains? Que peut faire le Koweït? Que peut faire le Qatar? Que peuvent faire les Émirats? Aucun d'eux ne peut faire quoi que ce soit. La chose intelligente à faire pour les Américains serait donc de reculer et d'en finir avec ça. Mais les Américains, le régime de Washington, sont-ils intelligents? Bien sûr que non. Et les sionistes soutiendront-ils cela? Bien sûr que non. Mais c'est la réalité sur le terrain. Et bien sûr, comme je pense l'avoir dit auparavant, s'il y a un accord à un moment donné, je ne vois pas les Iraniens revenir au protocole d'accord. Ils exigeront des choses d'emblée. Ils incluront le Yémen et ils formuleraient probablement de nouvelles exigences concernant Gaza. Voici ce que le New York Times a rapporté. Il affirme que l'Iran s'est préparé à une éventuelle attaque ces derniers mois, en renforçant ses fortifications et en installant des obstacles ainsi que des pièges explosifs autour de certaines de ses installations nucléaires. Cela rendrait toute opération terrestre extrêmement risquée. Et quelle est la perception, professeur Marandi, concernant une invasion terrestre? Nous savons que les États-Unis cherchaient systématiquement à détruire les installations situées dans le sud et l'ouest de l'Iran. Et l'on pense peut-être que les États-Unis préparent une telle opération, une opération terrestre. Eh bien, je veux dire, le succès des États-Unis est tel que l'Iran a frappé, je crois, un autre navire. Un navire a été touché au large des Émirats, au large de Fujairah. Fujairah. Oui, je pensais à Jofair, près de la frontière irano-irakienne. C'est là qu'a eu lieu une bataille à laquelle j'ai participé pendant la guerre. Donc, au large de Fujairah, il y a quelques heures, je crois 3 ou 4 heures, un autre navire a été touché. Donc manifestement, les frappes sur la côte iranienne et dans le sud n'ont servi à rien aux États-Unis pour faire sortir ces navires.
Au bout du compte, si cela continue, nous allons avoir une crise énergétique imminente et ce sera catastrophique, surtout après ce que le Yémen a fait la nuit dernière. Et non seulement ils ont, comme je l'ai dit, frappé 3 pétroliers, mais ils ont maintenant frappé des infrastructures saoudiennes. Il faudra voir quel impact cela aura sur la capacité de l'Arabie saoudite à exporter du pétrole. Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont frappé. Ils ont peut-être frappé Ils viennent de le mentionner ici. Laissez-moi le lire, professeur Marandi. Une nouvelle déclaration du Yémen. Les forces yéménites ont annoncé avoir ciblé la raffinerie Aramco de Jizan et le pipeline Est-Ouest d'Aramco à Yanbu, en Arabie saoudite, avec des dizaines de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones. Le Yémen annonce que le blocus sera suivi d'un blocus et que l'escalade sera suivie d'une escalade. C'est la déclaration du Yémen. Eh bien, ça veut dire que la crise énergétique se rapproche de plus en plus, littéralement, de minute en minute. Je veux dire, je ne sais pas combien de jours il reste. Si l'on se base sur les calculs de Trump, ce devrait être dans 2 semaines environ. Je n'en sais rien, parce que rien de ce qu'il dit n'est vraiment exact. C'est un menteur compulsif. Mais quand il a parlé de 4 semaines, cela faisait déjà 2 semaines que les choses étaient à l'arrêt. Et il y a aussi la mer Rouge, en plus de ça. Donc disons qu'il reste 3 semaines, peu importe, disons ça. Mais si une offensive américaine majeure est menée, alors les exportations de notre région seront arrêtées définitivement. Définitivement, parce que toutes les infrastructures du Golfe Persique seront détruites. Et ces pays s'effondreront. Nous en avons déjà parlé. Ils ne peuvent pas survivre dans des déserts sans électricité ni usines de dessalement. Et si leurs infrastructures pétrolières et gazières sont détruites, il n'y a plus aucune raison de rester là-bas. Les Américains le reconnaissent. Et maintenant, après ce que le Yémen a fait, et le Yémen peut évidemment continuer ses attaques contre les installations saoudiennes, tout comme l'Iran, pourquoi les États-Unis voudraient-ils continuer dans cette voie? Cela ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas. Les États-Unis pourraient commencer une guerre contre le Yémen et l'Iran. C'est possible, mais ils échoueront. Et nous en avons déjà parlé. S'ils veulent mener une opération terrestre, c'est exactement ce que veulent les Iraniens. Pendant la guerre du Ramadan, nous en avons parlé plusieurs fois dans votre émission. À l'époque, les Iraniens voulaient une invasion terrestre. Et si quelqu'un pense que les Iraniens ne sont pas prêts à une invasion terrestre, il devrait aller voir les images des bases de missiles souterraines. Ils s'y préparent. Ce n'est pas nouveau. Donc je pense que, sans aucun doute, ils sont pleinement prêts. Et comme je l'ai dit, les personnes avec qui je parle veulent que les Américains attaquent. Disons que les Américains prennent quelques îles. Disons l'île de Karg, dont ils parlent sans cesse. En quoi cela ferait-il du mal à l'Iran? En ce moment, il y a un blocus, donc l'Iran ne peut pas exporter. Donc, ils n'utilisent pas l'île de Karg pour exporter. Disons que les Américains envoient quelques milliers de soldats et occupent l'île de Karg, et que quelques milliers d'autres prennent le contrôle de 2 ou 3 autres îles, ainsi qu'une portion du territoire continental iranien. Les forces terrestres iraniennes commenceront à intervenir. Ce sont des forces spécialisées. Elles ont leurs propres drones et leurs roquettes. Elles commenceront à frapper les Américains juste au large de leurs côtes ou juste devant eux sur le continent. Il devient donc beaucoup plus facile de tuer des Américains. Et pour les Américains, la priorité absolue sera alors la logistique. En été, dans le Golfe Persique. Enfin, rien que l'eau sera très difficile à gérer pour eux. Il faudra approvisionner leurs soldats en eau
Et bien sûr, éviter que leur équipement ne tombe en panne à cause de l'humidité et de la chaleur. Donc, s'ils lancent une offensive terrestre, ils seront anéantis, ils seront vaincus, et ils devront battre en retraite après quelques semaines, quelques mois, peu importe. Ce n'est pas tenable. Les Iraniens veulent cela, non pas parce qu'ils aiment la guerre, je l'ai déjà dit. C'est parce qu'ils pensent que si nous lançons une offensive terrestre, cela entraînera la défaite finale et que les Américains devront partir et ne pas revenir. Autrement dit, l'opinion publique aux États-Unis deviendra tellement hostile à la guerre qu'elle finira tout simplement par y mettre un terme. Les Iraniens y sont donc préparés. Si, à l'inverse, les États-Unis ne veulent pas mener une guerre terrestre et veulent seulement lancer des frappes massives contre les infrastructures iraniennes, les Iraniens détruiront tout. Et nous avons vu ce que le Yémen a fait la nuit dernière. Cela mettrait fin à l'économie américaine. Quand le prix de l'énergie explose, cela veut dire que les usines ferment. C'est comme si l'Iran avait tiré des missiles sur toutes les usines américaines. Cela veut dire que les entreprises ferment. Cela veut dire que l'économie s'arrête. Cela veut dire que beaucoup de gens ne peuvent plus utiliser leur voiture ni se déplacer. Enfin, ce serait catastrophique pour le monde. Mais c'est quelque chose qui... Et ensuite, qu'est-ce qui se passera? Aux États-Unis, les gens sauront qui a fait ça. Ils diront que c'est Netanyahou, les sionistes, le lobby sioniste, le régime israélien et Trump. Je veux dire, la tragédie se déploiera à travers l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe. Ce sera mondial. Mais dans les différents pays, leurs gouvernements devront faire face à des circonstances très douloureuses. Les gens, eux, ne diront pas que c'est vous qui l'avez fait. Mais en Occident, et particulièrement aux États-Unis, ils diront que c'est vous qui l'avez fait. Le gouvernement, le régime Trump l'a fait. Les élites de Washington l'ont fait. Les Israéliens l'ont fait. Et ça, je pense que ça détruira le régime israélien parce qu'il sera méprisé en Occident. La nouvelle photo satellite montre que les dépôts de carburant de la base aérienne de Muwafaq Salti, en Jordanie, ont été détruits lors des récentes attaques. Je pense que l'une des raisons, si les États-Unis essayent de revenir au processus du protocole d'accord, je ne sais pas. Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pas le confirmer. Mais c'est à cause des récentes attaques iraniennes de la semaine dernière. Et vous savez, tout était ciblé. Quand on regarde les cibles, en gros, ils visent les dépôts, les munitions, la logistique, tous ces moyens. Nous avons eu plusieurs informations faisant état d'attaques iraniennes contre les systèmes de défense aérienne, de HIMARS détruits. Des systèmes Patriot ont été détruits. Tout cela était au Koweït. Le Koweït me semble extrêmement important pour les États-Unis, pour toutes les opérations qu'ils mènent. Et hier, le colonel Wilkerson a évoqué l'importance du Koweït pour toutes ces opérations, parce que c'est un pays occupé, Nima. Les Américains, après, le criminel Saddam Hussein, qui à la demande, vous savez, avec les encouragements de l'Occident, a envahi l'Iran, a utilisé des armes chimiques contre le peuple iranien. Ensuite, il a envahi le Koweït, qui lui avait versé des centaines de... Enfin, je ne sais pas. Je pense que le Koweït et l'Arabie Saoudite, à eux seuls, ont versé à Saddam des centaines de milliards de dollars pour faire la guerre à l'Iran. Les autres l'ont fait aussi, mais l'essentiel du financement venait de ces deux pays. Donc le Koweït, qui avait tant aidé Saddam, je pense que le Koweït avait donné des dizaines de milliards et l'Arabie Saoudite quelques centaines de milliards de dollars. Le Koweït, qui avait tant aidé Saddam, il a envahi ce pays. Et cela a donné aux Américains le prétexte pour occuper le Koweït. Et depuis que l'occupation est devenue un protectorat, ils y ont plusieurs bases. Et ces bases, d'après ce qu'on m'a dit, sont énormes, avec toutes sortes d'équipements. Les Iraniens continuent donc de détruire différentes parties de ces bases, mais elles sont gigantesques.
Le Koweït est donc un centre névralgique pour les États-Unis. Et bien sûr, Bahreïn aussi. Tous ces régimes sont complices. Mais le Koweït en particulier est l'endroit où les Américains entreposent d'énormes quantités de matériel, de munitions et ce genre de choses. Et les missiles HIMARS sont souvent tirés depuis le Koweït, souvent vers le Khouzistan, vers les villes où vivent vos proches et vos connaissances et où vous vous êtes rendus récemment. Elles sont frappées depuis le Koweït. Oui, ils se concentrent surtout sur plusieurs villes du Khouzestan qui ont été frappées par ces HIMARS. Je suppose que ce sont les États-Unis qui utilisent ces HIMARS. Mais dans le sud, essentiellement, ils utilisent des avions de chasse. En revanche, à l'ouest, ils utilisent des HIMARS et ces systèmes pour frapper des cibles dans la partie occidentale de l'Iran. Et quand on regarde les cibles iraniennes, on a l'impression que l'Iran se concentre énormément sur le Koweït. 70% des cibles visées se trouvent au Koweït, puis à Bahreïn et en Jordanie. Hier, un seul rapport indiquait que l'Iran avait frappé, des infrastructures logistiques en Arabie saoudite. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'attaques contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je n'ai pas les détails. Je sais que l'Iran a eu des négociations avec l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar qui ont produit certains résultats. Mais encore une fois, l'Iran a frappé le Qatar. L'Iran a frappé l'Arabie saoudite. Je pense donc que les calculs sont compliqués. Mais au bout du compte, lorsque l'Arabie saoudite autorise les Américains à utiliser son espace aérien et ses bases pour attaquer l'Iran, les Iraniens ne vont pas y être indifférents. Les Iraniens établissent donc des priorités. C'est peut-être lié au fait que les négociations ont été plus fructueuses à certains endroits et moins à d'autres. Mais je pense que cela a davantage à voir avec la menace imminente qui pèse sur l'Iran. Je pense que les bases en Jordanie représentaient une menace majeure. Les Iraniens ont donc donné la priorité à la Jordanie. Et c'est aussi le cas du Koweït et de Bahreïn, parce que la base navale américaine à Bahreïn est elle aussi massive, énorme. Elle abrite également d'énormes quantités d'équipements et de munitions américains. Donc je pense qu'il y a probablement plusieurs facteurs. Mais je ne doute pas que si les États-Unis intensifient la guerre, s'ils l'escaladent, s'ils commencent à frapper des ponts. Enfin, jusqu'à présent, depuis que Trump a menacé de frapper un pont ou une centrale électrique pour chaque navire, les Iraniens en ont frappé 2 et les Américains n'ont pas répondu. Et depuis hier soir, les Américains se sont tus. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Cela reste à voir. Mais ils pourraient mener une opération massive, ou ils pourraient ne pas le faire. Je ne sais tout simplement pas. Mais j'en suis sûr. Je sais que des messages passent dans les deux sens. Et je sais que les Américains ont évidemment fait passer des choses par l'intermédiaire des délégations qui se sont rendues en Iran. Mais bien sûr, comme l'a déclaré le cabinet du Premier ministre irakien, l'article du New York Times était absurde. Mais assurément, des messages passent dans les deux sens. Les Américains font pression pour établir des communications avec l'Iran. Mais le problème, bien sûr, c'est l'ego de Trump et les sionistes. Ils mènent cette guerre jusqu'au dernier intercepteur, et il semble qu'il n'y en ait plus. Les images diffusées hier le montrent. Aucun intercepteur ne va frapper le missile iranien qui était censé toucher une cible à Bahreïn, par exemple. On voit le système Patriot essayer d'atteindre le missile iranien, échouer et frapper le quartier. Au lieu de toucher le missile iranien, il n'y en a plus, je pense. Ce qui est évident pour nous, qui regardons ces vidéos et les photos venant de la région, c'est que les États-Unis semblent avoir épuisé leur système de défense aérienne. Ce système ne fonctionne plus correctement.
C'est l'un des problèmes de tous les pays du CCG à l'heure actuelle. Eh bien, vous savez, les Yéménites ont frappé, comme ils l'ont dit, avec des dizaines de missiles. Vous avez parlé de dizaines de missiles, de drones et de missiles de croisière. Alors, où étaient les intercepteurs? Pourquoi n'ont-ils pas pu abattre ces engins? Ils sont donc dans une situation très difficile. Et puis, encore une fois, je vous le rappelle, je sais que vous le savez, mais je me le rappelle aussi à moi-même, la résistance en Irak est assez silencieuse, mais elle est prête. Je veux dire, elle a frappé le Koweït de manière limitée, ainsi que des installations américaines en Irak. Mais elle n'a pas encore vraiment commencé. Et les Irakiens sont bien plus coriaces que les Saoudiens. Les Yéménites sont aussi bien plus coriaces que les Saoudiens, les Émiratis et les Koweïtiens. Tous les autres, leurs forces armées, sont une plaisanterie. Ce n'est qu'une coquille vide. Voyez-vous une possibilité, si le Koweït poursuit le même type de politique, que l'Irak, la résistance en Irak, fasse quelque chose au Koweït? Oui, je pense qu'il est possible que, vous savez, les Irakiens considèrent que le Koweït appartient à l'Irak. Et si les Irakiens prennent le Koweït, je ne doute pas que les Iraniens les soutiendront. Donc, le Koweït marche sur une glace très mince. Je veux dire, tous ces régimes du Golfe Persique, y compris Oman, marchent sur une glace très mince. Ils ne survivront pas si cela continue. Et lorsque ces régimes s'effondreront, la carte changera. Nous aurons une situation différente. Mais l'avantage sera évidemment du côté du Yémen. Je veux dire, ils ont survécu à une guerre génocidaire. Qu'est-ce que l'Arabie saoudite va pouvoir leur faire? Qu'est-ce que les États-Unis vont pouvoir leur faire? On voit comment l'Iran se bat depuis 5 mois. Pour les États-Unis, pour les Israéliens, ce sera catastrophique. Mais, encore une fois, ça renvoie à ce dont nous parlions auparavant. Pourquoi le régime israélien pousse-t-il à tout cela? Je pense que c'est parce que Netanyahou et ses proches veulent simplement rester au pouvoir. Mais, à mon avis, ils sont en train de détruire le régime israélien. En affaiblissant les États-Unis, en affaiblissant les alliés des États-Unis dans le Golfe Persique, ils ne vont pas devenir plus forts. En revanche, la résistance va se renforcer, sans aucun doute. Regardez le Yémen aujourd'hui et comparez-le à ce qu'il était il y a 2 jours. Il est clairement dans une position très forte. Et les bases de missiles du Yémen sont toutes souterraines, comme celles de l'Iran. Et le pays est montagneux. Autrement dit, ces bases sont bien mieux protégées. Les montagnes rendent littéralement impossible la destruction de ces bases, tout comme les bases souterraines iraniennes. Mais aussi, vous savez, quand on constate que les États-Unis n'ont réussi à détruire aucune des bases de missiles iraniennes, cela soulève une question. Et je n'ai pas accès à des informations secrètes en Iran. Mais les installations nucléaires iraniennes qui ont été bombardées, celles qui étaient profondément enfouies sous terre, pourquoi devrions-nous croire qu'elles ont été détruites? Je veux dire, le chef de l'agence du renseignement de la défense des États-Unis a été limogé parce qu'il a, en substance, rejeté l'affirmation de Trump selon laquelle elles avaient été anéanties. Mais quand toutes les bases iraniennes de missiles et de drones, ainsi que les usines souterraines, sont intactes, pourquoi devrions-nous croire que les installations nucléaires ont été détruites? Parce que ce sont les mêmes ingénieurs qui ont conçu tout ça. Alors pourquoi celui-ci en particulier serait-il plus vulnérable? Personnellement, je pense qu'il l'est probablement moins, parce qu'ils ne veulent pas qu'en cas d'attaque. Enfin, les États-Unis et l'Occident, ils se moquent que des gens soient contaminés à cause d'une attaque contre des installations nucléaires. Ils se moquent des fuites radioactives. Ils n'ont aucune humanité. Regardez Gaza. Regardez la guerre génocidaire qu'ils ont menée au Yémen. Donc,
je pense que les Iraniens ont probablement protégé les centres nucléaires souterrains encore davantage qu'ils n'ont protégé les bases de missiles. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Encore une fois, ce n'est fondé sur aucune information dont je dispose. Je n'ai aucune information. Ce n'est pas fondé non plus sur un accès aux personnes impliquées dans l'ingénierie ou quoi que ce soit de ce genre. Mais quand les Américains n'ont pas réussi à détruire une seule base de missiles, pas une seule base de missiles dans tout le pays, je veux dire, je crois que c'était la base de missiles de Yazd qu'ils n'arrêtaient pas de bombarder avec des bombardiers B-52, et ils n'ont rien obtenu. Alors pourquoi devrions-nous croire qu'ils ont réussi à détruire les installations nucléaires souterraines? Et puis, le Yémen, évidemment, est lui aussi montagneux. Les montagnes solides protègent donc leurs propres bases souterraines. Ils ont donc un avantage sur leurs adversaires, qu'il s'agisse des Saoudiens, des Israéliens, de qui que ce soit ou toi. L'une des principales cibles en Iran, c'est la montagne de Pickaxe. On en parle. Vous savez, ils ont envoyé des bombardiers B-1 depuis le Royaume-Uni vers la région. S'ils attaquent pour la première fois, ils vont peut-être utiliser ces bombardiers B-1 avec des bombes anti-bunker. D'après ce que je comprends des informations disponibles en ligne, ils ne sont pas aussi puissants que les B-2. Mais pour l'Iran, ce n'est pas nouveau. Ils ont déjà attaqué la montagne de Pickaxe auparavant, et on a de nouveau le sentiment, encore et encore, qu'ils pourraient y faire quelque chose. Que sait-on des dernières attaques contre la montagne de Pickaxe et de leur efficacité? Parce que cela pourrait les aider lors de la prochaine vague d'attaques. Et comment l'Iran perçoit-il les capacités des États-Unis à frapper cette cible? Eh bien, tout d'abord, je n'ai aucune idée de ce qui se trouve sous la montagne ou sous les montagnes. Je n'en ai aucune idée. Mais il y a deux choses. Premièrement, cela montre encore une fois comment vit l'Occident et à quel point il est totalement malhonnête. Si, comme Trump l'a affirmé, le programme nucléaire iranien a été anéanti et ne pourra pas redémarrer avant des années, alors pourquoi, après si peu de temps, les Israéliens disent-ils maintenant que les installations se trouvent sous cette montagne? Donc ils mentent, tout simplement. Ils mentaient à l'époque, et vous pouvez donc supposer qu'ils mentent maintenant. Mais au-delà de ça, indépendamment de ce qui se trouve là-dessous, ou même s'il n'y a peut-être rien du tout, je ne sais pas. Je veux dire, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et encore une fois, je n'ai pas accès à ce genre d'informations. Mais les Iraniens ont déjà dit, si vous frappez cette montagne, vous aurez une réponse très sévère dans toute la région. L'Iran a dit très ouvertement que les infrastructures critiques des régimes complices de cette guerre qui l'ont rendu possible, qui ont du sang iranien sur les mains, l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats, peut-être Oman, peut-être la Jordanie, seraient punis. Et regardez ce que le Yémen a fait hier soir et ce matin. Donc si c'est ce que les Américains veulent faire, s'il y a quelque chose sous cette montagne, je doute qu'ils puissent le détruire. Je doute qu'ils aient pu détruire les installations qu'ils ont bombardées dans les 3 sites nucléaires qu'ils ont visés, étant donné qu'ils n'ont réussi à détruire aucune des villes de missiles, des villes de drones, ni des villes où se trouvent les vedettes militaires iraniennes, et ainsi de suite. Donc, cela ne fera que provoquer davantage de dévastation. Et l'Iran ne va pas se laisser intimider, l'Iran ne va pas reculer, l'Iran va poursuivre la guerre. Et ils auraient déjà dû le savoir, parce que, encore une fois, rappelons ce que Trump disait pendant la guerre de 40 jours. Il allait anéantir l'Iran. Il allait le renvoyer à l'âge de pierre. Il va anéantir la civilisation.
L'Iran a-t-il reculé? Non. Les États-Unis sont finalement passés de l'exigence d'une reddition sans condition à l'acceptation du plan iranien en 10 points, au 39e, 40e jour. Alors pourquoi l'Iran se laisserait-il intimider aujourd'hui? Cela donnera simplement à l'Iran l'occasion de se venger, ou plutôt de riposter. Pas de se venger, de riposter. Et ce sera un acte légitime. Et la riposte, la menace iranienne de riposte, est un moyen de dissuasion. Ils le font pour que cela ne continue pas. Donc l'Iran ripostera, et les alliés des États-Unis en subiront les conséquences. Et quand ils souffrent, les États-Unis souffrent. Parce que là encore, les Américains ne peuvent pas dissocier leur économie. Enfin, quelqu'un l'a dit. Plusieurs personnes même, des gens que je respecte, affirment que les Américains veulent détruire les installations pétrolières et gazières dans notre région pour pouvoir avoir le monopole. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est vrai, certains milliardaires aux États-Unis vont gagner des sommes énormes, mais l'économie américaine s'effondrera et les consommateurs en subiront les conséquences. Les Américains ne peuvent pas y échapper. Donc je ne vois pas ça comme un plan des États-Unis pour prendre le contrôle. Parce que si l'économie américaine s'effondre, je pense que ça entraînera de l'instabilité aux États-Unis. Les gens seront en colère et ils sauront qui en est responsable. Je ne pense pas que ce soit du tout dans l'intérêt de l'Empire. Voici ce que Zelensky a publié. Il a déclaré « L'Ukraine continue d'appliquer des sanctions à longue portée en réponse aux frappes russes. La nuit dernière, les combattants de nos forces de défense ont frappé des cibles dans différentes régions de Russie qui alimentent cette guerre. » Dans une partie du message, il est indiqué que nous avons également obtenu de très bons résultats grâce à des frappes à longue portée en mer Caspienne, notamment contre des navires utilisés pour des expéditions de fret militaire impliquant l'Iran, ainsi que contre un navire de guerre. Et il disait en gros qu'ils avaient frappé un cargo militaire russe à destination de l'Iran. Et je dis l'Iran ou la Russie, parce que j'ai lu qu'il s'agissait, semble-t-il, de munitions iraniennes destinées à la Russie. Mais ça ne fait aucune différence. Dans tous les cas, regardez, la guerre, c'est la guerre. Mais le fait est que Zelensky perd la guerre. Ils peuvent nuire à la Russie. Ils peuvent frapper davantage de centrales électriques. Ils peuvent frapper davantage de raffineries. Ils peuvent frapper davantage de navires avec l'Irak. Les Russes vont faire bien pire, et cela épuise les économies européennes. L'Ukraine va décliner. C'est vrai, la Russie souffre, mais l'Ukraine va perdre. Et donc, en menant simultanément la guerre en Ukraine et leur guerre au nom du sionisme et du régime israélien dans notre région, ils combattent sur plusieurs fronts. Cela aide la Russie, cela aide l'Iran, et cela aide l'axe de la résistance quand ils répartissent leur énergie sur ces différents fronts. Et ils sont vulnérables partout. Et bien sûr, la Russie est un exportateur majeur d'énergie. Notre région est le centre des exportations d'énergie. La vulnérabilité de l'économie mondiale est évidente pour tous, et celle de l'économie américaine aussi, bien sûr. Et les Iraniens, leurs capacités sont évidentes. Les Russes, leurs capacités sont évidentes. Le Yémen, ses capacités nous apparaissent beaucoup plus clairement maintenant. Et puis bien sûr, l'Irak, vous savez, n'a pas encore montré, comme on dit, ils n'ont pas encore abattu leurs cartes. L'Occident s'est donc créé une catastrophe sur plusieurs fronts. Alors oui, bien sûr, ils frapperont quelques navires par-ci par-là, ils tueront quelques soldats iraniens par-ci par-là, ils assassineront des écoliers iraniens. Enfin, les Américains sont forts pour tuer des enfants. Les Israéliens aussi. Enfin, ils en feront davantage. Peut-être que les Américains décideront de bombarder une école à Sanaa, vous savez, et d'y tuer peut-être 100 ou 200 petites filles de plus. Pour eux, vous savez, c'est tout à fait normal. Mais ils ne gagneront pas la guerre. Ils vont la perdre.
they're going to lose. Yeah. Thank you. Merci. Thank you so much, Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. today. C'est un grand Great plaisir. pleasure, as always. Thank you. Merci de m'accueillir, Nima. C'est toujours un grand plaisir.